Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature, bref, on parle de culture. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça à la fois, puisqu'on va s'attaquer à une légende, pour nous, du cinéma, mais pas que, Takeshi Kitano. Et pour parler de cette légende, j'ai avec moi des gens très qualifiés, à commencer par Lucas, tu es journaliste à Sophie, mais également auteur de ce super bouquin. Je kiffe le format, vraiment. Takeshi Kitano, hors catégorie, bienvenue, et c'est le cas de le dire, hors catégorie, on le verra aujourd'hui. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. À tes côtés, Émile, journaliste et rédacteur en chef de Tempura Magazine. Alors, très très bon magazine, j'aime beaucoup. Consistant, un beau papier, bravo. Voilà. Merci. Bravo et bienvenue. Et à vos côtés, messieurs, Thierry, alors producteur de radio, auteur également, bienvenue, et donc un petit peu spécialiste de Kitano. Oui, enfin, je l'ai rencontré quelques fois, il y a un certain temps. Ça tombe bien, on va en parler, et pour commencer, je pense qu'on va commencer par le début, la jeunesse de Takeshi Kitano. Alors, messieurs, qui peut me parler de la folle jeunesse de Monsieur Kitano? Qui souhaite commencer? Allez-y, Lucas. Eh bien, notre petit Takeshi, il naît dans le Shitamashi, donc dans le nord de Tokyo, ce qu'on appelle la ville basse, donc c'est les quartiers pauvres. Il naît en 1947, donc c'est Tokyo après-guerre, il faut l'imaginer, hein, c'est vraiment des décombres. Donc, vraiment marqué par la guerre. Hein. Et oui, marqué par la guerre, alors lui, il naît vraiment dans ce Japon d'après-guerre. Et donc, il y a quand même une certaine présence des arts, puisque sa grand-mère a été conteuse de shamisen, donc c'est un art traditionnel japonais avec un luth. Et il y a aussi ce qu'il appelle, alors lui, il aime bien raconter cette histoire du kamichibai, qui était pareil, un conteur ambulant, et qui venait dans son quartier. Et puis, Kitano n'avait pas l'argent pour se le payer, donc il inventait tout un tas de stratagèmes pour aller le voir. Donc c'est une enfance qui est plutôt heureuse, malgré la pauvreté ambiante, on va dire. Il y a une figure dominante, je crois, dans sa famille, c'est quand même sa mère, hein, qui a beaucoup poussé tous ses enfants, d'ailleurs pas seulement Takeshi, à faire des études, à réussir dans la vie. Et dans son autobiographie, je crois que c'est Asakusa Kid, il raconte un peu à quel point sa mère a joué un rôle finalement décisif, non pas dans sa vocation personnelle, mais dans la possibilité de faire vraiment des choses intéressantes venant d'un milieu en effet assez modeste. Et donc il va aller vers des études... poussé, Kitano? Sa mère va le pousser en fait à faire des études d'ingénieur, donc il va intégrer l'université Meiji, parce que sa mère avait vraiment cette vision de réussite sociale. Il faut comprendre que vraiment le contexte de l'après-guerre au Japon, c'était très difficile d'avoir à manger, d'aller dans les magasins. Voilà, donc il y avait vraiment cette vision de se dire mon fils, tu peux pas être artiste. Ça aurait été vraiment un désastre pour sa mère. Donc elle ne voyait qu'une chose, c'était vraiment il fallait qu'il soit ingénieur, qu'il trouve un travail, qui réussissent dans la vie. Et quand il entre à l'université, c'est le début des années 60, milieu des années 60, et c'est un contexte de boom économique au Japon, il y a une renaissance vraiment. Donc là, c'est vraiment un contraste avec l'après-guerre, il y a une sorte de joie de vivre qui commence à revenir au Japon. C'est ça, un consumérisme, il y a vraiment un modèle économique qui a été inspiré des États-Unis aussi. Donc vraiment, il y a la télé qui se développe, les restaurants. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas à ce moment aussi où l'influence américaine, également dans les médias et dans, on va dire, le divertissement, commence vraiment à prendre une empreinte de plus en plus grande? Tout à fait, ouais. Et vraiment, la télé s'invite dans tous les foyers, il y a des émissions... On dit que Kitano regardait aussi Laurel et Hardy, etc. Donc ça l'a inspiré dans sa carrière ensuite à venir. Ouais. Donc là, il fait ses études. Il réussit ses études d'ingénieur, Kitano? Laisse poursuivre si tu veux. Alors non, désastre pour sa mère, Saki. Donc désastre pour sa mère, il quitte ses études. Et là, il va traîner dans un autre quartier de Tokyo qui est intéressant, qui est Shinjuku. Il va faire tout un
Le quartier de Nicky Larson pour les fans de manga et d'animation, voilà. Et donc, il va à Shinjuku, qui est un quartier... Donc là, on est vraiment dans les années 60, dans tout ce qu'elles ont de plus beau. Donc, c'est les années... Il y a de fortes vagues contestataires, il y a des manifs pour protester, notamment contre la présence américaine au Japon. Alors lui, il y va... Mais de son propre aveu, il y va pour se marrer, pour draguer. Il n'est pas vraiment très... Il avait quel type de personnalité à ce moment-là, justement ? Eh bien, non, c'est quelqu'un qui aime toujours les arts, qui donc fait beaucoup de petits boulots. Comme il quitte ses études, il va faire chauffeur de taxi parce qu'il pense que c'est détente, mais en fait, c'est pas si détente que ça. Il va faire bagagiste à l'aéroport de Haneda, je crois, et il va se faire virer parce qu'il fait du recel d'objets trouvés. Et puis, il finit par, pareil, là, on est dans le jazz, par bosser dans un club de jazz qui s'appelle le Village Vanguard, qui n'existe plus, je crois. Et donc, c'est là où il va traîner aux côtés de cette faune artistique tokyoïte des années 60, quoi. Alors, ce club de jazz, on va le considérer comme l'an zéro de Takeshi. Alors, pourquoi l'an zéro ? Parce qu'on va dire que c'est à ce moment-là, messieurs, vous allez nous raconter que le côté artistique, il va, au-delà d'exister, il va peut-être aussi se développer, non ? Ce qu'il faut dire, c'est que aussi, Kitano n'est pas du tout cinéphile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ces films ont vraiment une patte, c'est presque des films d'auteur. À la base, de son propre aveu, on verra plus tard, mais il révèle qu'il n'avait pas du tout de film, enfin pas vu de film, il ne connaissait pas Kurosawa ou à peine, de nom, Godard et tout, ça ne lui parlait pas du tout. Donc c'est vraiment un trublion, enfin, il a ce côté de... Il veut aller un peu en contre. D'ailleurs, toute son enfance a été marquée par ça. C'était aller en contre de l'ordre établi, c'est faire des bêtises, quoi. Donc, ce qu'on disait un petit peu avec les manifs, il y allait parce qu'il y avait une contestation. C'est ça. Même les chants qu'il chantait pendant les manifs, il le dit très bien. Il ne savait pas ce qu'il chantait. Il ne savait même pas contre quoi il protestait. Ouais. Mais il fallait être là, jeter des pierres. Et ils se sont même fait engueuler parce qu'ils chantaient des chants militaires, en fait. Et ils s'en rendent compte. Donc, dans des manifs pacifistes. Ouais. Preuve qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce club de jazz pour Kitano et comment ça va évoluer ? Dans mon souvenir, parce que moi je suis un petit peu moins féru sur la jeunesse de Kitano, il est en guerre, enfin il commence à faire son apprentissage donc de cet art qui s'appelle le manzai, hein, qui est donc une sorte de mélange de pantomime, de one-man show, je ne sais pas comment le définir parce que ça n'existe pas vraiment en France. C'était quelque chose qui était très populaire par contre au Japon, qui est très établi dans des cabarets, dans des clubs comme ça, voilà, c'est l'équivalent du stand-up maintenant, si on doit avoir un titre de comparaison en termes de popularité, uniquement. C'est ça, et je crois qu'il fait ses premiers apprentissages qui sont assez difficiles d'ailleurs, hein, dans il me semble me souvenir, il raconte ça assez bien dans son autobiographie, et peu à peu, il va franchir les étapes pour arriver à faire vraiment, à être sur scène, quoi, véritablement. Oui, parce que c'est, comme vous le disiez, c'est assez difficile pour lui d'arriver sur la scène. En fait, c'est un jeu de hasard. Enfin, j'imagine que tu le racontes très bien dans le livre. Mais il est garçon d'ascenseur dans un cabaret, plutôt du côté d'Asakusa cette fois-ci. Le quartier plutôt Asakusa avec les plutôt étrangers. Plutôt à l'est, justement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ce côté Shitamachi, un peu ville basse, assez populaire, avec beaucoup de travailleurs journaliers. Et puis un quartier des arts aussi, des arts scéniques. Des saltimbanques, etc. Et il travaille justement dans un cabaret qui s'appelle le cabaret français, je crois. Le français. Le français, ouais, donc c'est assez cocasse. Et il est garçon d'ascenseur à la base. Et donc il s'ennuie, il commence à faire des claquettes dans l'ascenseur. Son maître de l'époque lui dit entraîne-toi aux claquettes dans l'ascenseur. D'ailleurs, il raconte après derrière que grâce à ça, il est devenu le plus mauvais joueur de claquettes du Japon. Mais, et en fait... un jour, un comédien est malade et on lui propose d'entrer sur scène, de le remplacer, mais vraiment du jour au lendemain. Donc lui, évidemment, il saute sur l'occasion. Et c'est une révélation pour lui. Et c'est donc il faut savoir qu'il joue un travesti, donc il y a déjà cet art du déguisement, et ça se passe. Alors ça se passe mal quand on connaît la suite, pas vraiment, mais bon, il oublie son texte, il est contraint d'improviser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le français, c'est un cabaret, mais c'est avant tout un club de striptease qui passe des sketchs
entre les numéros des feuillages, mais les clients sont quand même plutôt là pour le Ils côté... n'ont rien à cirer, en fait. Voilà, Plus ou moins, quoi. c'est un peu un entracte. Et donc, ça se passe mal. Le maître qui est sur scène se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce fou qui se met à improviser, qui ne respecte pas mes textes ?» Et c'est en fait de là que va peut-être naître ce côté burlesque. On parlait de son enfance, quand il regardait à la télé Laurel et Hardy, Charlot, peut-être Buster Keaton. Et donc, voilà, il y a ce premier numéro qui s'appelle donc le travesti ou le satire. Hein, c'est vraiment du comment on dit, du théâtre de boulevard, mais à la japonaise. Hein, Voilà, c'est du sketch, quoi. Hein. Voilà, ça s'appelle le satire, le travesti. C'est une petite scénette et puis il se passe n'importe quoi. C'est toujours un peu axé plus ou moins sur l'érotisme, voilà, pour satisfaire la clientèle de ce club qui s'appelle le Français. Ouais. Et là, à ce moment-là, dans la tête de Kitano, il se dit en fait, c'est ça que je veux faire, et pas du tout garçon d'ascenseur ou des claquettes, quoi. Il se rend compte qu'il a un vrai talent, en fait. Il se rend compte qu'en fait, les gens rient beaucoup, qu'il a un succès, en fait, dans ce petit théâtre, et qu'il est fait pour ça. Et il a quelque chose de très instinctif, en fait, dans son jeu aussi. Il prépare rien. D'ailleurs, on le retrouvera, on en parlera tout à l'heure, dans ce cinéma. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'art, en fait, il n'a pas vraiment un intérêt pour l'art. L'art est né plus tard. Il a plutôt un intérêt pour la création, pour l'improvisation. C'est plus un créatif qu'un artiste ? Pour moi, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'improvisation, la création, effectivement, faire les choses pas comme les autres. Et là, il se rend compte qu'il le fait très bien. Alors, ça va commencer à bien marcher au cabaret ou Donc, au cabaret, ça marche bien, mais ça reste un club de striptease. Donc, il a un camarade qui est comme lui, qui est comédien, et qui voit donc ce boom Manzai dont on parlait, donc ces shows comiques en duo. Et donc, il y a quand même un retour à l'époque. Donc, ça a déjà marché par le passé. Et puis, il y a un retour du Manzai. Et son pote lui dit, mais quand même, il y a des comédiens qui n'ont pas notre talent et qui font 2 fois plus d'argent que nous avec le boom du Manzai. En plus, c'était marrant, il le pousse. Et donc, par des relations, ils vont réussir assez vite à s'infiltrer dans les clubs dont là, les shows comiques sont vraiment Ils vont former un duo, du coup. Hein. Ils vont former ce duo qui va s'appeler, donc avec Jiro Kaneko, qui va s'appeler les Two Beats. Alors, un duo qui va avoir un véritable succès par la suite, très très grand succès. Et c'est là où on va commencer à parler de Kitano un petit peu plus, quoi. On va dire, la popularité commence à s'installer pour les deux. Ça va assez vite, comment ça se passe Alors moi, je crois qu'ils sont repérés par la NHK. Alors, je crois qu'ils vont d'abord sur une autre chaîne avant la NHK. C'est possible, après, ouais. la NHK les repère pour les récupérer, Ouais, il me c'est ça. semble. Hein. Tu vois, j'ai pas les détails, mais j'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, là où vraiment ils ont explosé, c'est vraiment à la NHK. Bien sûr. Alors, c'est la télévision nationale japonaise. Voilà. La télévision nationale, un ils monument. ont 28% de part d'audience. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est la fenêtre. Et encore maintenant, la différence peut-être avec la France et l'Europe et même le monde occidental, la télévision, encore au Japon, a un rôle très important encore maintenant. Ouais. Donc, il l'était encore plus à l'époque. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, c'est pas uniquement dans les foyers. C'est-à-dire que même dans les petits restaurants de quartier traditionnels au Japon, même encore aujourd'hui, il y a toujours une télé d'allumée. Et c'est la NHK plutôt, ou Fuji TV à la limite, mais c'est plutôt la NHK. Et donc, où qu'on aille manger dans un quartier au Japon, un petit bar à sushi, un petit restaurant de teishoku le midi, il y a toujours une télé quelque part. Donc vraiment, la télé fait partie quand même encore aujourd'hui d'un quotidien, contrairement à la France où quand même ça le vient moins. La télé et le direct surtout restent un médium très très puissant. Donc forcément, quand les Two Beats apparaissent à l'écran, c'est un succès phénoménal, quoi. Alors, mais on peut dire que d'ailleurs la télé c'est quand même son médium de prédilection finalement parce que c'est de fait il s'est produit en scène et c'est là qu'il a inventé son personnage, mais bon, la télé lui a donné la popularité, mais je pense que c'est là aussi où il a commencé à s'exprimer d'une façon peut-être plus personnelle, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il a commencé vraiment à développer quand même son personnage. Et au fond, c'est ce qui va le mener au cinéma, mais la télévision va rester, et reste encore, son médium de prédilection, finalement. Bien sûr. D'ailleurs, il va changer de nom, il va s'appeler Beat Takeshi à ce moment-là, et au Japon, encore aujourd'hui, on le verra après, parce que pour nous, je le disais en préambule dans l'intro, mais pour nous, Kitano, on l'a beaucoup plus connu en tant que comédien et réalisateur dans des rôles plus
calme, on va dire. Alors qu'au Japon, c'est à ce moment-là un trublion et il est extrêmement populaire quand il arrive sur la NHK. Et donc, Beat Takeshi, ça va être son personnage à la télévision. Et il est impertinent à souhait. C'est vraiment ça qui fait son succès. C'est qu'il raconte vraiment, les deux racontent des horreurs. Donc le manzai, oui, repose sur un personnage qui dit des horreurs, et puis un autre qui déblatère, et puis un autre qui essaye tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, de pondérer la chose. Et ils disent des horreurs, notamment sur les personnes âgées. Les handicapés aussi. Les handicapés, les personnes âgées, les provinciaux, enfin tout y passe. Il y a vraiment aucune limite. Et les personnes âgées, dans un Japon qui... c'est très respectueux à la base. Connaît un vieillissement de sa population en plus à l'époque. Donc il y a vraiment un humour extrêmement décapant. Et est-ce que c'est... Oui. Non, je disais, si on faisait un parallèle avec un duo Auguste, clown blanc, et les duos traditionnels de clown, lui serait quand même plutôt l'Auguste, c'est-à-dire celui qui effectivement provoque, fait rire et va loin. Quoi. Et justement, moi je me posais la question, peut-être vous avez la réponse, dans un Japon justement vieillissant, qui est encore traditionnel, mais qui a aussi une jeunesse qui essaye de s'émanciper, comment est perçu et comment s'explique la popularité de ce duo ? Ce qu'il faut comprendre au Japon, c'est que la société est relativement compartimentée, en fait. Donc en fait, ce qu'on appelle les talentos, aujourd'hui, c'est ils peuvent être acteurs de cinéma. En fait, souvent, les acteurs de cinéma apparaissent à la télé au Japon. C'est des talentos, donc en fait, des talents. Et ils font plein de trucs. Ils vont faire des comédies, ils vont apparaître dans des émissions de télé, ils vont présenter la météo, ils font plein de choses. Et donc, comme je disais, la société est très compartimentée. Donc, en fait, même si on a l'impression que le Japon peut être une société un peu policée à certains égards, on permet dans cet espace-là de la télé de faire n'importe quoi. C'est un espace qui est autorisé. Donc en fait, c'est des bouffons, entre guillemets, et on les accepte tels quels. Mais du coup, il y a vraiment cette ambivalence-là. D'un côté, il y a la société traditionnelle, on a un respect des aînés, mais en même temps, il y a Takeshi Kitano, Beat Takeshi à la télé qui les insulte. Mais ça pose pas trop de problèmes, en fait, parce que c'est la télé. D'accord, ouais, c'est cet espace-là, c'est dédié, etc. C'est la soupape un peu qui saute, il faut bien que ça saute de temps en temps, parce que c'est quand même une société relativement corsetée, où l'individu n'a pas beaucoup, disons, d'existence, c'est quand même très collectif, et donc je pense, ça sert de soupape, comme le bouffon, effectivement, à d'autres époques. Complètement. Et du coup, grande popularité, ça a bien marché, sauf que même si mes souvenirs sont exacts, j'aurais dû réviser un petit peu ça, mais je crois qu'il y a même un jeu vidéo qui, sur les Beat Takeshi, je crois que c'était sur NES, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Famicom, je crois. Oui, sur Famicom, qui est la version japonaise de la NES. Et, je crois qu'on ne verra jamais le jeu en France et en Occident. Donc c'est pour montrer à quel point ce duo est populaire. On en vient à en faire un jeu vidéo où c'était un petit peu un WarioWare avant l'heure, où il fallait faire des tas de trucs n'importe comment, dans n'importe quel sens. C'était de l'absurde total. Qui correspond à son personnage, d'ailleurs. Exactement. Le succès va être au rendez-vous, pourtant le duo va se séparer. Le duo se sépare parce que peu à peu, Beat Takeshi prend des émissions de radio qui sont un peu, je ne sais pas si on peut comparer ça à Diffoul, mais il parle aux adolescents le soir. Là, je vois bien Takeshi Kitano. Voilà, parler aux adolescents, il leur parle de masturbation, de sujets comme ça qui plaisent aux adolescents. Après, il a en effet plusieurs émissions de télé qui ont des noms à chaque fois, donc ça peut donner... Les traductions sont toujours un peu étranges, mais la télé du génie Takeshi qui donne la pêche, où c'est des noms à rallonge. Il y a même des talk-shows. Soit des talk-shows, soit il fait des choses mais parfaitement délirantes. On va sûrement parler juste après du Takeshi's Castle. On peut en parler maintenant, oui. On peut en parler maintenant. Donc, il invente ce Takeshi's Castle où il faut faire tout un tas. On tombe dans la boue, on tombe dans de l'eau. Qui a même été diffusé en France il y a quelques années. Et qui est fou, c'est que je pense que 99% des gens ne savent pas que ça vient de Takeshi Kitano. Donc de Beat Takeshi en tout cas. Mais quand je parle du livre, je le présente presque comme ça. Moi, ma génération le connaît beaucoup par Takeshi's Castle, qui a été présenté... Alors, au début, par Thierry Roland, on le sait peu sur M6, Thierry Roland qui venait de se faire un peu évincer de TF1, et après par Vincent Dezania et Benjamin Morgan dans Menu W9, et donc c'est des jeux complètement loufoques,
et parfois un peu méchant. Hein. Il prend quand même un malin plaisir. C'est pour revenir sur le jeu vidéo, c'est vraiment on doit s'attaquer à un boss plus de 20 000 fois dans le jeu vidéo, on doit chanter dans la manette de la Famicom qui avait des petits micros intégrés pendant 1 heure sans s'arrêter, donc de quoi rendre fou tous les parents japonais. Il est absolument infinissable. Et donc, il y a des plaintes. Et alors, je ne sais plus qui est l'éditeur, mais l'éditeur décide de faire paraître un manuel pour réussir à finir le jeu. Mais le manuel, en fait, c'est un troll. Il ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, il y a quelque chose de burlesque, d'absurde. Et il y a aussi quelque chose... poil à gratter, quoi. Ouais, voilà, de poil à gratter de la société japonaise aussi. Ce qui était frappant, alors je parle peut-être un tout petit peu plus tard, mais ça a commencé déjà à cette période-là, c'est à une époque, il faisait 5 à 6 émissions par semaine, quoi. C'était vraiment un emploi du temps délirant, d'autant plus qu'à l'époque, il avait déjà commencé à faire du cinéma, et dans des genres effectivement très très variés, parce que les talk-shows dont vous parlez, c'était un peu plus sérieux. Complètement, il y avait quand même des personnalités. Avec des sujets de société. Des scientifiques, des gens comme ça qui étaient invités, et toutes ces émissions, c'est ça qui est frappant chez lui, c'est que dans le même personnage coexistent plusieurs personnages qui sont finalement très différents les uns des autres, quoi. Et on va l'aborder juste après, mais est-ce que pour nous, en tant que Français, c'est pas déstabilisant? Est-ce que nous, on arrive à avoir dans notre panorama audiovisuel des gens qui font des activités parfois complètement différentes? Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, justement, restrictif, et il faut que ce soit dans une case et pas dans une autre. C'est comme si Cyril Hanouna aujourd'hui faisait du cinéma ou ce genre de choses. Enfin, je veux dire, bien sûr. Donc, dans un film d'auteur. Voilà, dans un film d'auteur. Donc, ça n'existe pas, non, en France. Il y a toujours eu ce côté compartimenté. Hein, il y a longtemps que ça dure, et Jean Cocteau s'en plaignait déjà, donc c'est pas nouveau. Et donc c'est en France, et peut-être en Europe, mais surtout en France, il y a ce côté compartimenté. Oui, c'est presque impossible à imaginer ce genre de phénomène. Après, pour nuancer un petit peu, c'est pas si facile à imaginer pour les Japonais non plus, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand Kitano sort ses premiers films, c'est des échecs, on va y venir tout à l'heure, mais c'est des échecs au Japon, les gens se marrent quand ils le voient à l'écran alors qu'il joue un rôle très sérieux. Donc voilà, quand même, lui-même, en fait, le grand écart est tel que c'est très difficile, même pour le public japonais, de comprendre. Après, il le fait déjà à la télévision. Avant le cinéma, il y a déjà quand même son personnage commence déjà à scinder. Hein. Alors oui, mais parce qu'il devient polémiste, il lance, mais c'est toujours dans l'extrême. Donc en fait, les gens peuvent comprendre, quand il fait des débats à la télé sur des sujets de société ou des sujets politiques, c'est dans l'extrême, quoi. Il y a toujours l'outrance, donc. C'est ça, c'est ce qu'on appellera un contrarian aujourd'hui. Il va juste à l'encontre tout le temps, et ça plaît aux gens, quoi. Voilà, il est temps de passer de Beat Takeshi à Takeshi Kitano. Nous le connaissions à la base, en tout cas, moi, ma génération, je pense, comme Takeshi Kitano, comme je le disais, et pas comme Beat Takeshi. Donc, Takeshi Kitano, ça va être son avatar, on va dire, pour le cinéma, c'est ça. À un moment donné, il se dit, la télé, c'est bien, mais je vais aller au cinéma. Comment se passe cette transition ? Je pense que le moment décisif, il me semble que c'est quand Nagisa Oshima le repère, qu'il le connaît forcément, pour le film qui va s'appeler Furio, où il joue un second rôle, le sergent Hara, derrière donc les deux acteurs principaux, David Bowie et Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto étant quand même déjà une star de la musique, à travers le groupe Yellow Magic Orchestra. Et là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se produit quand même pour Kitano, parce que Oshima, qui ne connaît pas forcément sur le bout des doigts, loin de là, c'est quand même un grand cinéaste japonais qui a commencé sa carrière au début des années 60, qui incarne un peu ce qu'on a appelé la nouvelle vague japonaise à cette période-là. Et en plus, c'est un film international. Il y a quand même David Bowie, donc le film est sélectionné à Cannes. Et donc, c'est vraiment l'accession à quelque chose de nouveau et à quelque chose de très différent, au fond, de ce qu'il faisait avant. Mais c'est pas son premier film. Je ne crois pas. Non, il en a fait d'autres avant, mais disons que c'est celui qui l'a vraiment propulsé complètement. Sur le devant de la scène au Japon et à l'étranger, pour une part. Bien sûr. Et c'est certainement le premier film où il joue un rôle qui n'est pas du tout comique. Certains réalisateurs... Alors, pour la petite histoire, il a d'ailleurs tourné, mais comme figurant, si on revient aux années Shinjuku, dans des films de Ken Watanabe, qui était un peu le maître de ce qu'on appelait le Pink Eiga, donc le cinéma érotique japonais dans les années 60. Donc, il avait quand même gravité un petit peu dans ces milieux, mais
mais Oshima, qui est aussi un homme de télé d'ailleurs, vient le chercher pour un rôle sérieux, et en plus, pas n'importe quel rôle, un sérieux rôle aussi, puisqu'il ouvre et il ferme. Et puis il va être récompensé pour ce rôle. Et il va être récompensé, en tout cas la critique sera plutôt positive à l'international et au Japon, même si tout le monde ne le comprend pas. Il n'obtient pas un prix pour ce rôle, Kitano ? Je croyais qu'il meilleur second Alors, rôle. il y a quelque chose. Alors là, il aurait été très énervé que vous parliez de ça, parce que des journalistes viennent le chercher pendant le festival de Cannes, parce que Furio est pressenti, et donc ils lui disent bon, c'est pas encore officiel, mais est-ce qu'on peut faire des photos ? Et donc ils prennent en photo Kitano, qui fait quand même le V de la victoire, donc la tuile, quand le soir même, c'est pas du tout Furio qui est récompensé, et c'est d'ailleurs un film japonais qui s'appelle La Ballade de Narayama, qui est d'un autre réalisateur japonais qui est primé en plus. Et donc Takeshi, le lendemain dans la presse, Takeshi est décrit comme célébrant la victoire alors qu'il s'est juste fait entuber par des journalistes. Donc je ne sais pas s'il gagne des prix, mais il a presque gagné le prix à Cannes. Mais, je croyais que c'était à Venise ou juste. Alors ça va être Venise, on va y venir. Ou à Berlin, je ne sais plus. Non, il a eu le Lion d'Or à Venise. Bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Mais je sais pas pourquoi Furio, je pensais qu'il avait été. Mais c'est une réussite. C'est une vraie réussite. On vient le chercher lui-même. Donc le tournage est sur une île dans le Pacifique, aux îles Cook, pour des raisons de fiscalité, je crois, en plus. Et on vient le chercher. Et lui, il est un peu intimidé par son rôle, qui est quand même plus grand que son personnage de comique, selon lui. Et en fait, c'est son rôle qui ouvre le film, qui ferme le film. C'est ce que beaucoup retiennent. C'est ce Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui dit à la fin qu'on. Il a aussi une gueule, en fait. Il a une gueule, il a une présence. Pour moi, dans Furio, vraiment, il impose quelque chose d'emblée à l'écran. Ouais. Mais c'est surtout la naissance, je pense, d'une frustration pour lui. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, les gens ont du mal à l'identifier comme un acteur sérieux, parce que pour eux, c'est un bouffon, c'est un comique. Ce que je racontais vite fait tout à l'heure, c'était par rapport à ce film-là. Et en fait, il raconte qu'il se rend à un moment donné pour la première dans une salle au Japon, de manière incognito, pour voir un peu le film et la réaction du public. Et à la première scène où il apparaît, tout le public se marre. Alors qu'il joue un mec, un tortionnaire. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Et ça a été un choc pour lui, vraiment une frustration. Et à partir de là, il s'est dit, je ne vais faire que des rôles sérieux et je vais vraiment imposer cette figure du mec, soit policier, soit yakuza, sérieux, ténébreux, qui flirte entre la mélancolie et la violence. Et donc voilà, et ça a été vraiment pour lui une frustration, je pense, ce premier rôle. Et donc là, il y a vraiment un changement de personnalité, mais dans le même temps, il continue la télévision. Toujours, c'est là où je disais, il y a le scindement entre Beat Takeshi. Ouais. À la télévision, ça reste Beat Takeshi. C'est ça. Mais au cinéma, c'est Takeshi Kitano. Après, de son propre aveu, la télévision, c'est son gagne-pain. Donc, il a des engagements, il a des contrats, mais c'est pas forcément un plaisir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la liberté que lui offre le cinéma. À la télévision, il est très contraint quand même s'il a cette image du bouffon, etc., qui donne l'impression de faire ce qu'il veut. C'est pas sa passion première, la télévision, vraiment. Et il le continue parce que c'est ce qui lui permet de manger. Ouais. Ça pourrait être comparé un peu à Jerry Lewis, sauf que Jerry Lewis a plutôt fait des films burlesques, il n'a pas fait tellement de rôles sérieux, mais qui était quand même aussi une star de la télé, enfin qui était aussi une star au cinéma, et qui a mêlé quand même les deux activités pendant assez longtemps, de manière moins régulière et moins, disons, avec moins d'émissions, mais c'est assez comparable, je trouve, les deux personnages. C'est vrai qu'il y a un vrai parallèle, et après, si on peut l'étirer, c'est après avec certains du Saturday Night Live, etc., qui ont réussi à émerger sur la scène comique et ensuite sur des scènes, enfin des films plus dramatiques, etc. Mais c'est vrai que c'était à l'époque, en tout cas, très très peu répandu. On va pas se mentir. Il y a Coluche en France aussi. Ouais, Ciao Pantin. C'est son Ciao Pantin. Je me demandais quelle est l'affaire. Je voulais pas la faire. Et là, c'est pour toi. Sauf que Coluche n'a pas réalisé de film. Non. Mais c'est vrai. Il en aurait peut-être réalisé s'il avait vécu plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passe après Furio ? Est-ce que justement, y a un engouement pour Kitano ou, comme tu le disais, non, les gens, non. Non,
Pas du tout, en fait. Et, alors, je ne connais pas exactement les détails de ce qui s'est passé pour Violent Cop, mais grosso modo, il n'était pas pressenti du tout pour réaliser le film. Alors, Violent Cop, c'est un film qui arrive après, un film très important. 89, qui est son premier film en tant que réalisateur. Voilà. À la base, c'est un autre réalisateur qui a quitté la scène. Exactement. C'est Kenji Fukuzaku, donc, qui est un spécialiste du film de Yakuza, du film de gang, qui a fait énormément de films dans les années 70 et même encore dans les 80, et même après, parce que c'est lui qui réalisera aussi Battle Royale, qui est un film qui va avoir aussi... Avec Kitano. Avec Kitano dans le rôle principal. Donc c'est lui qui commence le film, enfin qui doit être le réalisateur du film. Kitano n'est qu'un acteur, l'acteur principal. Hein, moi je trouve d'ailleurs que là, il y a un petit côté Clint Eastwood aussi dans ce personnage de Violent Cop. On pense à l'inspecteur Harry, peut-être lui y a pensé aussi. Et donc, finalement, je crois que Fukuzaku tombe malade au début du tournage, il me semble. Enfin, je vais peut-être être corrigé par mon camarade. Et en tout cas, Kitano, qui sans doute a ça dans la tête déjà depuis un moment, le remplace au pied levé. Et c'est lui qui va être l'auteur du film. Moi, j'ai pas cette version. Ah, bon, alors peut-être. J'ai plus une version d'embrouille, de disponibilité. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est que Kitano, c'est un relou. Il a beaucoup trop de choses à faire dans sa vie. Donc pas beaucoup de temps. Et donc, pas beaucoup de temps. Donc, sur le tournage, il ne peut être que dispo 10 jours, puis après 10 autres jours. Et ça, Fukuzaku, qui est déjà un réalisateur expérimenté, il dit, pas trop. C'est que ça, je ne vais pas du tout prendre un comédien qui est dispo. Je ne suis pas, moi, à sa disposition. C'est lui, mon comédien. Et donc, il sort du projet. Et puis, la Sochiku, d'ailleurs, qui avait aussi lancé Oshima, lancé les premiers films d'Oshima, vient le chercher. On peut peut-être revenir sur cet épisode Donc Kitano, il a mené une sorte de petite expédition punitive dans les locaux d'un magazine People à coups de parapluie, hein, je rassure tout de suite, c'est quelque chose de bon enfant quand même, ça se terminera au commissariat. Mais donc sa maîtresse avait été prise en photo. Il avait mené cette expédition punitive qui lui vaudra quand même 6 mois d'interdiction de passage à la télé. Et donc, voilà, la Sochiku vient le voir dans ce contexte-là pour lui proposer Violent Cop, d'abord donc comme comédien, et puis de réaliser ce film. Parce que le réalisateur se barre, il dit... le réalisateur dit non, moi je ne tourne pas avec Kitano s'il est là que 10 jours par 10 jours, et en même temps les producteurs veulent Kitano parce que c'est quand même une immense star dans les années 80 au Japon, donc c'est Kitano qui reste et non Fukuzaku. Et voilà, c'est la naissance un petit peu de Violent Cop. Ah oui, le paradoxe, c'est que quand même, dans ces films suivants, il y aura des hommages quand même à Fukuzaku. Oui, il va retourner pour Fukuzaku. Notamment, oui, par ailleurs. Mais même lui, en tant que réalisateur, va quand même se référer à certains films des années 70 de Fukuzaku. Il y a quand même un lien, malgré tout, entre les deux hommes. Alors là, on assiste au début de Kitano, réalisateur. Alors, c'est assez marrant, je pense qu'on va pouvoir en parler, mais à la base, lui, il n'est pas réalisateur, il n'a pas fait ni d'études pour, ni la volonté d'apprendre. Il arrive comme ça, sur le tas. Il ne connaît pas vraiment, en fait, le métier de réalisateur. Et il n'est même pas cinéphile, comme on le disait tout à l'heure. Il n'aime pas le cinéma dans l'absolu. Non, c'est pas une passion pour lui, il n'a pas une culture cinématographique, donc en fait c'est de l'impro, vraiment à l'image de sa vie un petit peu, et le tournage est un peu improvisé, il n'y a pas beaucoup de répétitions, il ne prépare pas, il y a une grammaire et un langage visuel qui est complètement hors les cadres et hors les codes du cinéma, avec des longs plans séquences interminables, des gens qui marchent pendant des plans une minute, coupés ici, des plans coupés au niveau de la tête, des travelling qui ont... Il explose tous les codes, en fait. Ah oui, il explose les codes parce que il n'a pas... c'est un peu comme un musicien de jazz qui ne connaît pas ses partitions, et donc c'est de l'impro sans connaître la grammaire à la base. Donc du coup, ça donne quelque chose d'assez inattendu, qu'on n'a jamais vu, et plus auteur du coup, et beaucoup moins ce qu'on s'attendrait d'un film d'action de gangsters, avec des combats millimétrés. Là, tout est un peu brutal, un peu brouillon, mais c'est ce qui donne aussi sa force au film, c'est qu'il y a quelque chose de très spontané. Alors, paradoxalement, est-ce que c'est pas à ce moment-là que naît le style Kitano ? Alors, ce qu'on peut maintenant appeler un style Kitano, parce que, je sais pas ce que vous en pensez, Thierry. Alors peut-être, moi je trouve que c'est encore plus dans son deuxième long métrage que ça va vraiment exister, mais parce que oui, Kitano est très fort sur les temps morts en fait, c'est-à-dire que finalement il fait des films d'action où il y a très peu d'action, il y a des bouffées de violence brutale d'un seul coup, mais c'est pas forcément ce qu'on retient, c'est plutôt ces moments creux où les gens sont là, ils savent pas très bien
quoi faire, il s'ennuie et il commence à jouer, en fait, à faire des jeux. Et on le voit vraiment dans son deuxième film, donc, dont le nom m'échappe à l'instant. Sonatine. Non, pas Sonatine. Boiling Point. Boiling Point, oui. Donc, Qui sera pas un succès. Hein, non, mais aucun de ces films sera un succès à cette période-là. Ah oui, c'est carrément même un échecs. même, je me rappelle, moi, avant d'avoir eu l'occasion de l'interviewer à ce sujet, c'était vraiment des films qui marchaient pas du tout. C'était des films d'auteur, comme on dit aujourd'hui, voilà, qui feraient 50 000 entrées pour aller très vite, quoi. Donc il y a vraiment on en parlait déjà, mais il y a une coupure complète entre la popularité de Bill Takeshi. Mais même Violent Cop ne marche pas. Violent Cop, je crois, un peu plus que Ça les autres, marche mais c'est pas terrible quand même. Ouais. C'est Au Japon, pas tant. Il faut dire aussi que c'est dans un contexte où le cinéma japonais est quand même en crise à ce moment-là, comme d'autres cinématographies, à cause de la télévision. Il y a un peu un creux dans le cinéma japonais dans les années 90, et d'une certaine manière, lui, il va remplir un peu ce vide, mais en même temps, ça ne va pas se traduire par des quantités. C'est vraiment par l'international qu'il va devenir une sorte de star du cinéma, mais pas du tout par le Japon. Ça va être un effet boomerang. C'est-à-dire, finalement, après au Japon, il va quand même être plus respecté comme cinéaste, peu à peu, dans les films qui suivront. Mais ça devient un film d'auteur, ça devient un cinéaste de film d'auteur. Mais lui, est-ce que c'est ce qu'il cherche, en vrai ? C'est presque un accident. C'est sûr qu'il y a des plans statiques parce qu'il veut pas trop bouger sa caméra, ou alors des plans séquences parce qu'il veut pas trop s'embêter au montage. Il paraît que les équipes techniques étaient un peu en colère. Mais oui, parce qu'en même temps, il est pas compétent, et en même temps, il veut tout contrôler parce qu'il veut pas qu'on dise dans la presse que c'est pas vraiment lui qui a réalisé et que c'est qu'une façade. Donc à la fois, il veut tout contrôler. Donc évidemment, ça amène des frictions avec l'équipe technique comme pas possible, qui lui propose des choses et lui, il le veut pas. On parlait de la violence hors champ. C'est quelque chose qui naît un petit peu par accident parce que c'est toujours un peu casse-gueule de filmer une scène de violence quand on sait pas. Enfin, c'est quelque chose, il faut être assez fin, assez minutieux. Et donc lui, il se dit, je vais la mettre hors champ, comme ça, on va l'imaginer, et puis ça sera très bien comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui naissent par accident sur le tournage de Violent Cop. On parlait de liberté tout à l'heure, c'est exactement là. Il prend des libertés là où d'autres cinéastes ne se les permettent pas, à cause justement de cette grammaire qu'il faut soi-disant respecter, etc. Cette explosion des codes par accident, on le dit, après il va réaliser d'autres films, jouer dans d'autres films. Malheureusement, ça ne prend pas. Il y a quand même, alors oui, il y a cette liberté, mais comme on le disait tout à l'heure aussi, il y a cette volonté de ne pas faire comme les autres. Donc en fait, il y a cette volonté de ne pas faire comme les films d'action de Hong Kong ou les films d'action américains. Oui, parce qu'à côté, on parle du cinéma hongkongais, il y a John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam, qui s'exportent même à l'international, qui deviennent des références dans le cinéma d'action, etc. Et qu'on va même, au-delà du cinéma d'action, même dans le cinéma asiatique, Hong Kong va prendre une très forte place à l'international. C'est ça. Et lui veut s'inscrire un peu en dehors de ça. Et en même temps, il y a une volonté aussi de s'inscrire dans le réel, je pense, du côté de Kitano. Il a connu la rue, il a connu la violence, et il le dit toujours, la violence dans les films d'action, c'est de la fiction, en fait. La violence, c'est très spontané, c'est très rapide, c'est sale, souvent. Il ne veut pas glorifier ou mettre en beauté la violence. Alors, moi, personnellement, je trouve que non. Lui-même le dit, il n'aime pas la violence, il a peur de la violence en fait. Et il le dit, il faut s'être fait tabasser une fois, et comme il le dit lui, très bien d'ailleurs, il perdait tous ses combats. Donc il faut s'être fait tabasser pour comprendre ce que c'est la violence. Et il n'aime pas la violence, il en a peur. Et c'est peut-être pour ça justement qu'elle est très fugace, très furtive, elle est explosive, et puis ensuite on passe à autre chose. Et ce qui compte vraiment, c'est, comme Thierry le disait tout à l'heure, c'est ces moments entre, en fait. Il y a un concept japonais qui s'appelle le ma, qui est un espace vide, en fait, entre des moments d'action, des moments actifs. Et je trouve que Kitano est un maître de ça. Il arrive à étirer le temps, il arrive à trouver ces espaces. Et c'est finalement quand il se passe rien... Sans que ce soit embêtant, quoi. Non, parce que même s'il ne se passe rien, c'est toujours signifiant, il y a toujours quelque chose. Il y a une émotion, il y a un regard, on comprend des choses. Beaucoup plus que dans une scène d'action violente, en fait. Bien sûr. Ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est qu'il y a quand même une part de bouffonnerie dans son personnage, parce que dans Boiling Point ou dans Sonatine, où il joue une espèce de yakuza assez déstabilisant, y compris pour ses propres lieutenants, parce qu'il leur fait faire des choses quand même parfois assez bizarres. Et il a quand même sa part de comique demeure, même si c'est un comique assez inquiétant, pour tout dire. C'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est un personnage qui fait un peu peur, parce qu'on n'arrive pas à savoir quelle réaction il va avoir dans la scène suivante, quoi. Mais il y a quelque chose d'un peu bouffon quand même dans ce qui fait que ça, je dirais pas que ça détend l'atmosphère, parce qu'en réalité, d'une certaine manière, ça augmente le caractère inquiétant du personnage, mais c'est ce qui fait aussi que c'est des films qui sont très étranges d'une certaine manière, qui ressemblent à rien, quoi. Rien qu'on connaissait, parce que voilà, c'est pas effectivement ni John Woo, ni les thrillers américains, ni même les films de yakuza japonais, qui sont aussi un genre quand même extrêmement important, hein, à partir des années 50, 60, surtout 60. Donc oui, il invente un truc complètement unique, et il fait aussi un film dans lequel il ne joue pas, son 3e long métrage, Sin at the Sea, donc qui est l'histoire d'un surfeur sourd-muet, qui va un éboueur sourd-muet qui va devenir un surfeur, et qui, bon voilà, il y a tout un truc. Et il y a aussi une obsession de la mort aussi chez lui quand même, hein, dès ses premiers films. C'est-à-dire qu'il y a toujours la mort comme horizon. Ça va toujours très mal se terminer. Enfin, je ne veux pas spoiler, mais bon, je pense qu'on le sait un peu. Et c'est assez présent. Il y a une dimension presque de tragédie existentielle aussi, tout d'un coup, à l'intérieur de ça. Donc ça fait des films extrêmement particuliers, mais moi, personnellement, quand j'ai découvert les films de Kitano, ça m'a complètement fasciné, parce que j'avais jamais vu ça avant, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Et on voit aussi, je suis d'accord sur cette fascination sur la mort, parce qu'elle intervient toujours à un moment, que ce soit au début du film, ou la finalité, ou elle est exprimée de différentes manières à chaque fois. Il y a un film qui va mettre tout le monde d'accord, c'est Sonatine. Qui arrive en quelle année? Qui arrive quand même après plusieurs échecs. Il va falloir du temps pour installer Takeshi Kitano en tant que véritablement acteur et réalisateur. Mais Sonatine, c'est l'accord parfait. Ou pas? Oui, Sonatine arrive en 93. Alors, quand on parle d'échecs, c'est des films qui sont regardables, hein, je veux le dire quand même. Échec en termes de spectateurs. Commercial, attention, bien sûr. Sin at the Sea, en effet, c'est l'histoire d'un éboueur sourd-muet. Vraiment. Bon, c'est un super film. C'est sûr que ça ne va pas attirer grand monde. Et puis, dans Sonatine, il y a tout son cinéma. Et là, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui-même derrière une caméra. Là, il n'est plus tellement dans l'improvisation. Et en même temps, on retrouve ces histoires de Yakuza, la présence de la mort, de ces personnages, ça ne spoile rien. Dès le début du film, on sait que ces personnages, et d'ailleurs ces personnages savent qu'ils sont voués à mourir, qu'ils vont mourir d'une mort atroce à un moment. Et on retrouve les jeux donc, sur la plage. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans le cinéma de Kitano. C'est cette petite violence, c'est l'inspecteur qui joue au golf juste à côté pendant les funérailles de l'un de ses collègues. C'est l'ouverture d'Anabi, il me semble, où on lui lance une balle de baseball, où il récupère une balle de baseball à côté de 2 adolescents qui jouent au baseball, et puis il va faire semblant de leur lancer, et puis en fait il va le faire sur le côté comme ça. C'est ces petites incivilités qu'il aime bien glisser dans ses films et qui donnent en effet cette atmosphère un peu pesante. À ma connaissance, c'est à ce moment-là qu'on l'a découvert en France, parce que moi, étant donné que je suis un petit peu plus âgé que mes camarades, je me souviens j'ai découvert Sonatine à Cannes, qui a été sélectionné dans la section Un certain regard, c'est-à-dire pas encore en compétition quand même, parce que c'était pas un cinéaste vraiment repéré, et on l'a découvert là. Hein. Moi, je connaissais de nom vaguement, à cause de Furio surtout, mais je connaissais pas vraiment ses films d'avant, et tout d'un coup, ça a été quand même un événement, parce qu'il y a eu un petit choc, quoi. La critique internationale, enfin la critique, pas seulement la critique, mais les cinéphiles internationaux ont commencé à découvrir vraiment Kitano avec ce film-là et toute sa personnalité, en ignorant bien évidemment tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire tout ce qui existait par ailleurs à la télé, dans les cabarets. Alors, j'ai une question justement, Sonatine, à Cannes c'est remarqué, et plus que remarqué, même dans les différents festivals. On parlait tout à l'heure, Thierry, vous parliez justement du fait qu'en Occident et en Europe, Takeshi Kitano, en tant que réalisateur et acteur, le film d'auteur, ça va être apprécié d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas la reconnaissance occidentale qui va faire que le Japon va finalement s'intéresser à le voir autrement? Oui, absolument, sauf que c'est surtout au moment d'Anabi que ça va se manifester, cette reconnaissance. Pas encore à Sonatine, du coup. Sonatine, c'est encore un peu... Oui, non, je trouve que c'est un peu trop tôt, d'abord, parce que le film n'est pas en compétition à Cannes, donc il n'aura pas de prix. Moi, j'ai fait partie d'un jury à l'époque, je me rappelle Un certain regard, où je me suis battu pour que le film ait le prix, mais il ne l'a pas eu. Ça a été un film de Tony Gatliff qu'il a eu à l'époque, qui était aussi un bon film, mais bref. et non, je pense que c'est vraiment avec Anabi, il a le Lion d'Or à Venise. Voilà. Alors là, donc, c'est quand même un événement mondial.
Et là, effectivement, il y a un retour, il y a un effet boomerang au Japon, comme ça arrive à d'autres artistes ailleurs, où là, tout d'un coup, on le reconnaît comme... Mais avant, non, je pense qu'il n'y a aucun film de Kitano qui est vraiment reconnu, enfin, qui le fait reconnaître comme un cinéaste à part entière. On sait qu'il fait des films, mais ça reste quand même très, très minoritaire, très confidentiel. Alors, Sonatine, c'est l'étincelle. Anabi, c'est l'incendie. Ouais, c'est le feu d'artifice. Ouais, c'est beaucoup de choses. Et Sonatine, c'est aussi une petite sonate. C'est celui qui apprend le piano, qui commence à un peu le maîtriser tout de même. Donc il y a cette idée-là, aussi. Ouais. Donc Anabi, succès. Gros succès, surtout en Europe. En fait, Quelle année, Anabi? 97. 97. Et en fait, c'est vraiment le film de la reconnaissance et de la consécration pour Kitano. Mais au-delà de ça, c'est là où je trouve on retrouve le plus les thématiques qui lui sont chères. Donc ça va être évidemment la mort, comme tu le disais tout à l'heure, l'amour impossible, l'amour qui va être séparé justement par la mort, la violence qui est toujours là, mais surtout les espaces entre, et l'humanité en fait des personnages. Il faut dire aussi que et ça aussi, je pense que c'est très lié au milieu dans lequel a grandi Kitano. Il s'est toujours intéressé aux sans-voix, en fait, aux outsiders. Donc, que ce soit c'est pas tant une fascination pour les Yakuza que plus pour les marges, en fait. Les gens qui, dans la société japonaise, sont marginalisés, n'ont pas voix au chapitre. Parce que c'est de là où il vient aussi. C'est là où il a grandi. Donc, il a grandi dans une zone où il y a beaucoup de travailleurs journaliers, il y a beaucoup de ce qu'on appelait les burakumin, donc, qui sont des hors-castes, des descendants de tanneurs, de saltimbanques, etc., qui, sous Meiji, ont été mis de côté par la société japonaise. Donc, il est un peu le porte-voix de ces gens-là. Et ce que je trouve touchant, c'est que quand on gratte cette violence-là, on voit cette humanité, en fait. Et c'est ça qui l'intéresse, je pense. C'est qu'est-ce qui se passe quand il y a tout l'artifice de la violence qui a disparu? Qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces-là? Et c'est là, je trouve, dans Anabi, que vraiment les thématiques de Kitano vraiment sont inscrites et qui vont préfigurer de la suite de sa filmographie. C'est un mélodrame, Oui. tout simplement. Anabi, qui est quand même pas le genre de prédilection, a priori, dans lequel on attend Kitano. Et c'est là, effectivement, où il va trouver sa reconnaissance, parce que le film joue quand même sur une émotion très, très directe. Il y a aussi une dimension intéressante dans Anabi, c'est la peinture, puisque le personnage qu'il incarne se met à la peinture. Et de fait, alors, on n'a pas parlé, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, de l'accident de moto qui va avoir avant Anabi. Alors, accident de moto ou Alors ça, suicide. Alors lui, il parle a posteriori d'une sorte de suicide inconscient. Bon, ça, c'est difficile à dire parce que Ça va le paralyser au niveau du visage. Il a un tic, effectivement, à la pommette, je crois gauche, où il fait ça de temps en temps. Enfin, il cligne un peu de l'œil de temps en temps. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré, j'étais un peu surpris parce que j'ignorais qu'il avait eu un accident. Je voyais qu'il n'a pas dans ses premiers films, de fait, Non. parce qu'il n'avait pas encore. Mais dans Anabi, c'est vraiment aussi le film d'après l'accident, je trouve, parce que on parlait Sur la réflexion. On parlait de la mort. Bon, là, elle est beaucoup plus présente encore. C'est vraiment le film totalement là-dessus, et où on sent quand même une sorte de dimension presque métaphysique, enfin d'émotion qui est pas tout à fait la même que celle des films précédents. Il me semble que ça vient de ça. Et donc il se met à la peinture aussi à partir de là, après l'accident. D'ailleurs, c'est des dessins qu'on voit dans le décor. Là, cette dimension d'artiste, elle s'affirme de plus en plus finalement. Et on les retrouve dans ces films, qui plus est, il y a des toiles. Notamment dans Anabi, Ouais. là c'est très très présent. Dans Anabi, un des personnages, du coup, son ancien collègue à la police, qui a été blessé et qui s'est retrouvé handicapé par sa faute, en fait, par une erreur qu'il a fait au niveau d'une intervention, est une personne en fauteuil roulant et qui peint. Donc c'est un peu son double poétique dans le film, alors que lui, il incarne son collègue. Mais donc il y a vraiment ces deux facettes-là, et effectivement, on le retrouve vraiment, cette fascination pour la peinture, pour l'art, qui pour lui est une respiration. Et La liberté, encore une fois. C'est ça, une liberté totale qu'il n'a pas par ailleurs, que ce soit à la télé ou au cinéma, même s'il l'essaye. À cette époque-là, il est encore à la télé? Ah oui, toujours. Moi, je l'ai rencontré à cette époque, enfin un peu avant. À cette époque-là, il faisait 5 ou 6 émissions par semaine. Je parle de milieu de 90, c'était encore une toujours star Beat totale. Takeshi. Mais donc avec un emploi du temps millimétré. C'est ça, parce et ces que films sont pas vraiment, rentables. Moi, en fait. j'avais réussi on m'avait accordé une heure, je crois, quand même, ce qui était énorme à l'époque. C'est énorme. Ah non, mais j'étais très content. Mais je me souviens que c'était pas, il fallait être à l'heure. Vous savez que les Japonais, il faut pas non plus rigoler avec ça. Et il fallait pas non plus déborder parce qu'il avait pas le temps, quoi. Il enchaînait, quoi. Incroyable.
C'est d'ailleurs parce qu'il enchaînait aussi que cet accident est arrivé. Il avait vraiment beaucoup de penchant, à force de tout détruire. Il avait ce penchant autodestructeur. Et puis, il venait de sortir un film, un peu une parodie de lui-même. Il en a refait par la suite d'ailleurs, mais qui s'appelle Getting Any, qui est un peu le premier film réalisé par Beat Takeshi et non par Takeshi Kitano, et qui est une avalanche de gags, mais qui est parfaitement déconcertante. Alors là, pour le coup, je ne le conseille pas du tout, encore moins à un public occidental, mais même les Japonais n'avaient pas si bien compris. Hein. C'était pas tout. On a l'impression qu'il essaye encore de rebrouiller les cartes. Voilà, il essayait de rebrouiller les cartes. Il sortait du tournage de ce film quand il a eu l'accident. Donc l'accident, c'est quand même à 3h du matin. Donc, et puis, sous, on peut le dire. Kitano aime le bon vin, aime un petit penchant et peut-être même plus à l'époque sur la bouteille. Et à 3h du matin, il s'encastre dans l'acier de Tokyo. C'est un peu comme ça qu'il le dit, c'est assez joli d'ailleurs. Et donc Hanabi est vraiment un film de renaissance. Il en fait un entre les deux dans lequel il ne tourne pas pour des raisons de santé. Son visage est tout à fait paralysé. Donc Hanabi est ce film de la renaissance. Ouais. Alors, une question... Donc, il continue la télé, comme on le dit. Mais au Japon, Hanabi, maintenant, est-ce que Takeshi Kitano, on le voit comme Takeshi Kitano ou toujours comme Beat Takeshi ? Alors, il revient du coup de Cannes, il revient de Venise avec quand même un certain succès. Mais il le dit lui-même, les prix l'importent peu. Et il a une certaine reconnaissance, mais c'est pas pour autant que c'est des succès commerciaux. Et donc, c'est... Office Kitano, qui est donc sa boîte de production qui produit ses films, n'est pas commercialement viable. Donc en fait, la télé lui permet encore de vivre. Et au-delà de ça, je pense que ce qui lui donne aussi, paradoxalement, sa liberté au niveau du cinéma, c'est de jouer ces rôles qui sont complètement différents. À la télé, il y a cette ambivalence chez lui, toujours entre le tragique et le comique. Et parfois, il se décrit comme un vendeur, un marchand d'un magasin de 100 yens. Oui, juste il vend sa camelote. Et les gens achètent pas, il change. Et c'est pour ça qu'il change tout le temps, en fait. Et il a pas cet ego de l'artiste, en fait. Et c'est ça qui est très particulier avec lui et qui, à mon avis, le rend très libre. Alors, en 97, Hanabi, c'est ça. Ouais. Il y a un truc, c'est que Kitano, il va être repéré aussi par Hollywood, à un moment donné. Je suis désolé, on est obligé de parler de Johnny Mnemonic, qui est pour moi... catastrophique, mais on a fait une émission sur Matrix et on s'est dit, est-ce que en fait Johnny Mnemonic n'était pas un peu trop en avance sur son temps ? Mais en tout cas, Kitano arrive là-dedans. Comment il arrive là-dedans ? Parce que c'est quelques années après, mais pas énormément, je crois. Johnny Mnemonic, c'est 98, 80. Oui, c'est ça, c'est juste après, il me semble. Oui. C'est ça. Comment Kitano arrive à séduire Hollywood et à se retrouver dans ce film avec Keanu Reeves ? Moi, je connais très mal ce film, justement. Ah, d'accord. Moi de même. Ah, d'accord. Que la crème de Kitano. D'accord. Alors, je vous la fais courte. J'ai aucune idée de comment il est arrivé là. Je sais qu'il a fait ce film. Il joue un méchant dedans, mais moi, je me posais la question parce que c'est sa première incursion à Hollywood, en fait. Donc, c'est quasiment la seule, d'ailleurs, parce que... Aniki, mon frère, quand même. Oui, mais ça, c'est un film de lui. Alors là, c'est autre chose. Parce que là, mais c'est quand même un film japonais. Oui, mais pour moi, non, mais je veux dire, il va pas faire une vraie carrière d'acteur à Hollywood. Non, tout à fait. Même s'il a eu des propositions, et au final, il refusera pas mal. Restons sur Aniki, mon frère. Après, on reviendra, même si chronologiquement, c'est pas vraiment on reviendra sur Battle Royale juste après. Mais pour parler un petit peu de films, justement, japonais, mais qui se passent aux États-Unis. Aniki, mon frère, moi, je crois que c'est en vrai le premier film de Kitano que je connais, où c'est Battle Royale, je sais plus. Mais là, Aniki, mon frère, pour moi, je me prends une claque. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Sonatine, et ça explique peut-être aussi, a été admiré par des gens comme Tarantino, par exemple, par un certain nombre de cinéastes américains. Scorsese admire beaucoup. Donc ça a aussi contribué. Je crois que le film est sorti aux États-Unis et ça a quand même... A posteriori, oui. A posteriori, mais ça a contribué quand même à sa légende, ou en tout cas à sa popularité aux États-Unis. C'est ce qui explique, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il a pu faire quelques petites choses à Los Angeles, on va dire. Et et donc ce Aniki, mon frère, qui sort en salle en France, qui plus est, c'est 2000, je crois, Aniki, mon frère, 99-2000, c'est ça. On est dans... moi, je me prends une tarte quand je vois ce film. Mais moi, je le
j'ai connu Kitano par Aniki parce que Aniki, film admiré par nos rappeurs français. Ça, c'est quelque chose dont on doit parler, je trouve, dans cette émission. Il est vraiment énormément cité par le rap français, mais des gros Avec rappeurs. Omar Epps. Avec Omar Epps dans le film. Et donc il est cité aujourd'hui par SCH, Jul. Alors, c'est toujours un peu étrange de donner les punchlines comme ça. Oui. Il faut les remettre dans leur contexte, donc je ne les citerai pas. Mais il y a Nekfeu, il y a vraiment... Et même avant, hein. C'est-à-dire que là, on parle de la nouvelle génération, mais même la génération 2000, 2001, 2002, de l'époque, ça citait déjà Aniki mon frère, comme ça pouvait citer Hit, par exemple, ou Scarface. Et puis en plus, je pense qu'il y a ce côté Kitano, ça sonne super bien, quand même, dans une punchline. On peut citer Alpha 520, oui, qui a un album Scarface d'Afrique, cinéphilie quand tu nous tiens, où il a cette image de Kitano qui est très connue. Le flingue sur la tempe. Le flingue sur la tempe, la mort avec le sourire. Et donc, il fait cette expérience américaine, ça sera la seule. Il préfère quand même tourner au Japon. Mais oui, Aniki, c'est un film important parce qu'il va encore plus le faire connaître à l'international. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où on s'imprègne, nous, occidentaux, de l'image de Kitano en tant que yakuza, mafieux. Voilà, c'est encore une troisième. On a eu le beat Takeshi, on a eu le bouffon, on a eu le yakuza poétique, mélancolique, et là, on a le yakuza... Impassible, très violent, qui est aimé donc de nos rappeurs français. Il incarne en fait une image aussi de la masculinité japonaise, soi-disant un peu fantasmée, de ce mec un peu ténébreux, peut-être mafieux, peut-être pas. On ne sait pas trop s'il est flic ou mafieux, mais bon, finalement, c'est peut-être la même chose. Avec des valeurs, assez droits, voilà. Et finalement, ça, c'est des thématiques qui se retrouvent aussi dans le rap français, quand il y a une masculinité fantasmée comme ça, d'un mec avec une ligne de conduite et qui ne va pas te trahir, qui va... Donc, c'est le prolongement des films de mafia, entre guillemets, si je peux faire un parallèle, en tout cas, sur justement ce fantasme de droiture et de code, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, ouais, exactement. Donc, et en plus, le Japon, c'est lointain. Le Japon, c'est la pop culture, donc avec les rappeurs qui ont grandi avec le Club Dorothée, avec les dessins animés. Donc, forcément, il y a plein de ponts qui se créent. Et Kitano arrive et il débarque avec ce personnage. Donc, c'est gueule, quoi, encore une fois. Ouais. Dans Aniki, mon frère, on le voit, le costume et comment il se comporte, etc. Moi, c'est vraiment ce film-là, je me suis pris une tarte, parce qu'à la base, je pensais que c'était un film d'action. C'en est un sans vraiment être c'est pas un blockbuster américain, quoi. Donc, et là, je me dis, waouh! Et là, c'est incroyable, j'ai envie de découvrir tout Kitano. Et pour revenir, on revient, il y a Battle Royale qui arrive aussi, où il va tourner, enfin avec le réalisateur avec qui il devait tourner pour Violent Cop. Battle Royale, c'est un film important. On peut le situer en film important pour vous? En tout cas, important dans la pop culture, surtout en France. Au Japon, je ne sais pas quelle a été sa réception. Il a eu quand même du succès. Il a eu un petit succès, il me semble. D'accord. Qui a compté, mais je ne suis pas spécialiste de Battle Royale. Je sais que c'est un film qui a une postérité, disons, vraiment importante. C'est ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, il y a une confusion. Moi, jusqu'à très tard, j'ai cru que Battle Royale avait été réalisé par Kitano. Et je pense qu'on est beaucoup à partager ça, parce qu'en fait, il en impose tellement à l'écran. En plus, à l'époque, les réalisateurs japonais connus... il n'y en avait pas tellement. Il y avait Kurosawa, mais bon, c'est vraiment pour les cinéphiles. Mais sinon, pop culturellement, c'est vraiment Kitano. Donc, on voit Kitano à l'écran dans un film un peu violent, etc. On se dit, c'est un film de Kitano. Et moi, jusqu'à très longtemps, j'ai cru que c'était un film de Kitano. Donc, est-ce qu'il a eu une importance? Alors, commerciale, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la pop culture, je pense quand même. Ouais, pour moi, il a une place quand même assez importante, même dans la position de Kitano en Occident. Au Japon, je ne sais pas, très honnêtement. Je crois quand même qu'il a eu, il a eu un certain succès, un certain impact au Japon. Parce qu'il lance un genre, en plus. Plus que le film de Kitano lui-même, je pense. Fort possible, je pense aussi. En tout cas, c'est un film qui a été cité après derrière. Ah bah oui, de multiples suites, qui plus est. Et encore une fois, il lance un genre, le Battle Royale, en tout cas, il popularise. Que les ados voient encore de temps en temps. Ah ben bien sûr, Fortnite, voilà, la matrice de beaucoup de choses. Exactement, et même Call of Duty. Donc voilà, on va arriver après aux années 2000, et le Kitano post-2000, on a Zawichi, notamment, qui est pour moi un chef-d'œuvre, honnêtement, et on a un Kitano qui, aujourd'hui, nous, dans notre inconscient, dans notre esprit, c'est un cinéaste, un acteur,
accompli, c'est une superstar. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais dans la réalité, est-ce que c'est toujours galère pour lui de produire des films? Est-ce que c'est toujours... ou, ça y est, il a enfin sa position et il est reconnu à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Alors, Zatoichi, c'est une personne qui est un peu une patronne des arts à Tokyo, qui s'appelle Cheiko Saito, qui a commencé également dans les cabarets, comme meneuse de revue, et puis qui s'est fait beaucoup d'argent sur l'immobilier, donc qui dans ces clubs venait un certain Shintaro Katsu, qui était l'acteur de Zatoichi. Zatoichi, c'est un peu le personnage donc, dans les films de sabre, mais aussi à la télé, c'était aussi une série qui a joué Zatoichi pendant 30 ans. Donc Kitano, il commence par refuser, parce que c'est comme si Sean Connery avait joué tous les James Bond, et puis d'un coup, on vous demande de prendre la suite alors que l'acteur vient de mourir. Mais il y a quand même cette productrice qui donc détient les droits par des histoires de dettes, enfin bref, de cet acteur. Des histoires très japonaises. Katsu, voilà, avait aussi un penchant pour la bouteille, et pas que pour la bouteille. Et pour les jeux d'argent. Voilà, et pour les jeux d'argent, il a eu des Entre dettes. autres. Cette productrice détient les droits, elle propose à Kitano, qu'elle côtoie depuis longtemps, qu'elle côtoie même depuis l'époque d'Asakusa. Et donc là, il y a du budget, c'est son premier film vraiment d'époque, en tout cas de son premier film de sabre, de Chambara. Et oui, c'est son premier gros succès, ça y est, là le succès au Japon est enfin arrivé. Hanabi quand même, ils étaient allés voir au cinéma, mais bon, ils n'étaient pas transcendés. Là, Zatoichi, on touche au Chambara, au film de sabre, à la culture japonaise, et ça, les Japonais, ils vont se ruer en salle. Mais c'est un héros extrêmement populaire à la base, Zatoichi. Ça explique aussi, je pense, en partie le film, enfin le succès du film, parce que ça commence, je crois, au début des années 60. Et il y a une impressionnante série de films qui sont tous très très populaires dans le cinéma japonais. Donc la rencontre entre ce héros ultra connu, ultra célèbre, ultra populaire et la personnalité de Kitano fait aussi que c'est son premier succès, parce que tout d'un coup, il rentre quand même un peu dans une espèce de tradition cinématographique. Vraiment, le film de sabre au Japon, c'est vraiment une institution, quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, alors, j'ai ça explique une aussi. double question pour vous. Est-ce que c'était pas justement avec ce film qui tout double pour Kitano? Est-ce que c'était pas justement le type de film qu'il fallait pour avoir la reconnaissance au Japon? Alors, sans doute, mais quand bien même il a été critiqué. Il ne faut pas oublier que, par exemple, il s'éteint en blond. Et ça passe pas, en fait. Pour une figure comme Zatoichi, qui est ancrée dans la culture au Japon, Kitano qui l'incarne en blond, c'est un peu un mini-scandale. Donc, même là, même si c'est un film de genre, même si c'est un film historique, même là, on retrouve en fait sa bouffonnerie et son envie de casser les codes. Donc oui, c'est un succès, mais ça ne change pas l'image qu'on a de lui. Je pense au Japon, ça reste le bouffon de la télé, qui fait parfois des films d'auteur qui ont du succès, qui fait des films qui fonctionnent bien, mais lui, je pense qu'il a jamais vraiment réussi, même avec ces succès-là, à se défaire du beat Takeshi qui est en lui, quoi. Puis ça n'ouvre pas particulièrement une période de succès en tant que cinéaste derrière. Hein. Même en Occident, enfin on va dire en France, on voit de moins en moins ces films ensuite. Hein. C'est pas du tout le moment où tout d'un coup Kitano deviendrait encore plus une superstar. Ce serait plutôt l'inverse, curieusement, c'est-à-dire qu'il fait pas mal de films entre-temps, mais finalement c'est des films qui ont peu de retentissement, en tout cas ici, et ce fait qu'on l'oublie pas, mais disons qu'il est quelque part moins présent à partir de là, il me semble en France, à part en tant qu'artiste, parce qu'il y a une exposition à la Fondation Cartier donc à Paris qui le consacre d'une certaine manière comme artiste, mais en tant que cinéaste, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse d'une certaine façon. Et en fait, lui, il a toujours envie d'échapper à son public, donc c'est comme si le succès était une patate chaude, et donc après le succès de Zatoichi, il va entrer dans une trilogie un peu métaphysique, où il va y avoir un film sur un peintre en manque d'inspiration, qui s'appelle Achille et la tortue, sur un cinéaste qui à la recherche du film parfait, et puis un film qui s'appelle Takeshi's, où il arrive à la fois à parodier donc Takeshi Kitano, le réalisateur, où il le parodie comme un mec complètement violent, qui fait n'importe quoi, qui tire sur des cigales au 9 mm parce que le bruit des cigales l'embête. Et puis il va aussi parodier le bouffon télévisuel, comme quelqu'un qui serait en fait un dépressif. Donc en fait, il a quand même une fâcheuse tendance à se saborder, Takeshi Kitano.
Et les Japonais ne vont pas comprendre, les Occidentaux vont pas tellement comprendre Ils vont plus trop le suivre. vont plus trop le suivre. Par la suite, il y aura même d'autres films qui seront même pas distribués en France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui cherche quand même à fuir. On ne sait pas tellement quoi, mais qui fuit beaucoup dans sa carrière. Il a le succès Manzai, il part à la télé, il a ce succès à la télé, il part au cinéma. Enfin, il part. À la fois, il l'empile, mais c'est quelqu'un qui cherche à échapper aux cases dont on parlait en début d'émission. Oui, parce qu'il aurait pu capitaliser. Hein. Oui. En tout cas, au niveau de on va dire la sorte de cinéphilie mondiale, il était quand même une figure, à partir de la deuxième moitié des années 90, ça devient quand même un cinéaste vraiment reconnu, important, que beaucoup de gens aiment, qui est... Voilà, en plus, il y a un peu une vogue du cinéma asiatique à ce moment-là, Hong Kong, certains cinéastes chinois, donc un peu de Après, japonais. coréen. Voilà, et coréens qui ensuite vont prendre un peu le pouvoir d'une certaine manière. Et oui, paradoxalement, ils capitalisent pas du tout. Au contraire, oui, je pense que c'est vraiment ça, ce que tu disais, c'est-à-dire le type se saborde en permanence, c'est-à-dire il parodie sa parodie presque, enfin on peut dire, et ça devient très difficile à suivre. Personne ne peut le suivre en fait, à part lui-même. Et encore, on se demande s'il se suit d'une certaine manière. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est Lui-même dit qu'il est hyperactif, c'est quelqu'un qui dort 3 à 4 heures par nuit, il enchaîne les projets, parce que, encore une fois, nous, on a l'image du réalisateur, mais il écrit des bouquins, il a des talk shows, évidemment, il a 5-6 émissions de télé par semaine, il réalise bien sûr des films, mais pas que, aussi des documentaires, il est vraiment partout, je pense que il l'avoue lui-même, s'il s'arrête, il serait malheureux, en fait. Donc, il a cette boulimie, en fait, de projets qu'il fait en permanence. Il est très riche. C'est une des personnes les plus riches du Japon. Voilà, il a une grande fortune. Il se déplace dans une espèce d'énorme Rolls-Royce blanche avec chauffeur que son épouse lui a acheté. C'est son épouse qui gère ses finances. Donc oui, voilà, je pense qu'il a acheter sa liberté dans un sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver à personne. Il fait un peu ce qu'il veut. D'ailleurs, on l'a vu dans l'exposition à la Fondation Cartier. La Fondation lui a donné un peu carte blanche. J'avais lu une entrevue de lui où il expliquait qu'il avait proposé de faire tourner une boule de feu autour de la Fondation. Mais bon, qu'ils ne l'ont pas fait pour des moyens de budget. Mais en tout cas, l'exposition était incroyable. Ouais. Avec des espèces... d'ailleurs, les animaux qu'on voit sur l'écran en plastique, recréés grandeur nature. Enfin, voilà, c'était... Et voilà, mais il ne se considère pas pour autant comme un artiste. C'est juste ce besoin de créer en permanence, qui est un besoin viscéral, presque vital chez lui, de faire des choses. Donc aujourd'hui encore, c'est le cas. Il a 73-74 ans et il passe encore tous les jours à la télé. On le voit dans les pubs partout à Tokyo. On ne se rend pas compte depuis ici à quel point il est présent médiatiquement au quotidien, quoi. Mais pour le coup, pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, il est plus Beat Takeshi que Takeshi Kitano au final. Au Japon, mais nous, oui. Dans nos cœurs, c'est Takeshi Kitano. Moi, je dirais qu'il est beat Takeshi Kitano. Voilà. En fait. Et d'ailleurs, il a signé comme ça un de ses premiers films, je crois, où on sentait qu'il n'était pas très sûr. Et on lui avait demandé justement... C'est Valiant Cop, non? C'est peut-être Valiant Cop. Cop est signé Beat Takeshi Kitano. Ouais. C'est ça, donc c'est peut-être ça finalement la clé. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour merci à ce fabuleux moment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Dans la légende.